Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous cet après-midi sur cet atelier qui s'appelle Tourisme et écologie, qui aujourd'hui, on le sait assez bien, vous l'avez vécu tous un petit peu en vous posant des questions cet été, mais qu'est-ce que je vais faire? Puisque la crise du Covid est venue impacter un secteur qui, on ne parle pas souvent de ce secteur, hein, qui est le premier secteur au niveau européen, qui représente au niveau européen 10% du PIB, qui embauche 27 millions de travailleurs, de salariés. 27 millions de salariés. Et aujourd'hui, on a véritablement une envie, une volonté tous ensemble, en tout cas je l'espère, de se dire, est-ce que le tourisme tel qu'on l'a connu depuis des années, qu'on appelle souvent surtourisme ou tourisme de masse, est-ce qu'on va être capable de se réveiller presque après cet électrochoc qu'est le Covid pour redessiner aussi une nouvelle feuille de route sur ce tourisme? Alors on l'appelle au niveau européen, comme on l'entend un petit peu au niveau français, on met des mots. On parle plus de tourisme local, on parle plus de tourisme de proximité, on parle même de tourisme durable. Alors face à cette, et il faut le dire, cette boulimie que beaucoup de citoyens en Europe et dans le monde, et même certains en France, ont eu de cette volonté d'avoir cet exotisme qui répondait un petit peu à, non des préoccupations environnementales, mais de désirs directs. On a vu aujourd'hui ce côté de dépaysement qu'il va falloir aussi redessiner. Est-ce que le tourisme de demain, l'exotisme en bas de chez soi, est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va être possible aussi de redécouvrir ce territoire que représente la France et aussi partout en Europe avec, et j'ai été accueillie un peu comme ça, avec cette question aussi de lier la question du tourisme et la question de la mobilité. Et ta grande question, c'est ce transport aérien. Allons-nous réglementer ce transport aérien? Alors, je vais vous présenter très rapidement, mais ils vont le faire aussi, hein, nos intervenants. Tout d'abord que je remercie. Et puis, comme on aime la parité, nous, chez les écologistes, nous avons 2 femmes. Et je suis très contente qu'on ait des femmes. Parce que lorsqu'on parle des secteurs du tourisme et des transports, les femmes, on est compétentes et on est présentes. Merci, mesdames, d'être avec nous. Je suis désolée, messieurs. On est aussi contents que vous soyez là à notre table ronde. Alors, on commence tout de suite par madame Irina Musica. Merci d'être là avec nous. Vous êtes la directrice de, on dit Baikal ou Baikal Voyage. Donc, c'est une agence réceptive sibérienne. Donc, vous allez plutôt intervenir sur le thème de l'impact économique, mais aussi de l'impact environnemental. Mais vous avez aussi un volet culturel, parce que lorsqu'on parle de tourisme, n'oublions jamais aussi cette volonté de refaire vivre aussi par la culture nos territoires. Et vous êtes aussi dans ce qu'on appelle le tourisme d'accueil, parce que ça, c'est des notions sur lesquelles il faut qu'on insiste, avec une sensibilité notamment de ce lac. Vous allez nous en parler du lac qui s'appelle Baïka, en partant justement de votre expérience depuis de très nombreuses années pour pouvoir enfin dessiner de qu'est-ce qu'on appelle justement ce tourisme responsable. À vos côtés, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir Brigitte Floch. Alors vous êtes la directrice au sein de la Nouvelle-Aquitaine, donc bien sûr on parlera de Bordeaux, sur cette question de développement d'innovation. Vous êtes l'adjointe au maire de Bordeaux. Alors je dis vous, mais j'espère demain dire tu, c'est plus simple. En tout cas, vous êtes à la métropole en charge justement de cette question du tourisme. Et on sait très bien que Bordeaux, lorsqu'on y pense, c'est pour aller boire un petit coup. Parce que justement, la culture et la gastronomie sur nos territoires est un lien très important. Et quel est justement le rôle de cette filière au sein du tourisme de demain? Merci d'être là avec nous. Et vous êtes également, j'ai vu, membre du groupe de travail national sur l'innovation touristique en matière rurale. Et ça, c'est aussi totalement important. Et vous nous expliquerez un petit peu quel est le lien avec les territoires. Julien Bluot,
Julien Buot, vous êtes le directeur de Agir pour un tourisme responsable. Vous avez justement cette volonté aussi aujourd'hui de nous faire découvrir c'est quoi concrètement cette responsabilité environnementale et climatique, mais auprès des opérateurs, de cette nécessité de prendre en compte l'urgence climatique, aussi bien dans notre production de voyage et aussi, on parle de plus en plus de voyager, mais on se dit souvent comment on va compenser nos émissions. Et bien vous travaillez également sur ce volet-là et nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Et notre dernier intervenant qui est avec nous, alors excusez-moi, je mélange mes feuilles parce que nous sommes bien directs. Simon, bah oui. Simon, vous êtes membre de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. Vous êtes membre du Conseil supérieur, ce qu'on appelle le Conseil économique et social et solidaire. C'est un lieu justement où ces questions reviennent de plus en plus. Et vous allez un peu nous parler du tourisme social. Le tourisme social est aussi dit du tourisme entre guillemets responsable, mais vous êtes attaché à un concept qui nous est central, c'est le droit au voyage, le droit aux vacances, et vous allez nous expliquer également tout ça. Donc nous allons commencer. Et ben moi j'ai envie de commencer par vous, Irina. Allez, on commence tout de suite. Irina, est-ce que je peux vous demander justement, vous, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on parle des impacts de la crise climatique dans vos activités quotidiennes? Parce que vous travaillez notamment sur la valorisation de ce lac, et donc je crois que vous voyez de manière permanente, et depuis plusieurs années, justement cette question urgente du réchauffement climatique. Quels sont les leviers dont vous disposez pour pouvoir avancer? Et comment vous définissez ce qu'on appelle attendant du slow tourisme, cette espèce de tourisme lent, et comment vous faites en sorte que la notion de proximité soit un des critères vraiment prioritaires dans vos activités? Je vous donne la parole. Alors je vais être hyper sévère, même si j'étais un peu en retard, je m'en excuse, mais je veux du débat, donc vous allez avoir exactement 5 minutes 38. Merci. Déjà, je vais commencer par me présenter un tout petit peu. Donc, j'ai créé mon agence Baïkal Voyage en 2005, en 2006 plus précisément. Donc, je suis russe, sibérienne. Nous sommes un tour opérateur russe expert de la Sibérie orientale, plus précisément du lac Baïkal, installé à Irkoutsk, la ville de 620 000 habitants. Nous travaillons avec les clients francophones uniquement. La crise climatique pour nous, elle est pour l'instant surtout ressentie en hiver, la période pendant laquelle le lac Baïkal reste gelé et on peut bien faire les activités sur la glace. Elle s'est raccourcie. Donc avant, on pouvait profiter de 60 jours, de 2 mois bien complets de toutes ces activités. Maintenant, il nous reste à peu près 50 jours au maximum. Et pour mieux situer tous ces enjeux environnementaux, socio-économiques, il faut que je vous présente en quelques mots aussi ma région. Le lac Baïkal se trouve au sud de la Sibérie orientale. C'est le patrimoine d'humanité de l'UNESCO. Ce statut, le Baïkal, est reçu en 1996 comme l'exemple le plus exceptionnel de l'écosystème d'eau douce. Et c'est le lac aussi qui est le plus profond du monde, le plus volumineux du monde. 20% des réserves d'eau douce de la planète, d'eau douce non gelée, il se trouve chez nous. C'est le lac le plus vieux du monde, le plus riche en espèces endémiques, et j'exagère pas. On a la banquise pendant 4 mois, et c'est aussi le lac le plus limpide au monde. Donc pour l'instant, les leviers d'adaptation face au changement climatique pour nous, c'est en parlant toujours de la saison hivernale, c'est notre expertise, c'est nos connaissances du lac qui nous permettent d'élargir nos propositions de circuits pour éviter aussi le tourisme de masse. Voilà, pour diversifier un peu notre activité. Mais un grand avantage
que nous avons chez nous, dans notre région, c'est que la protection du lac Baïkal n'est pas un phénomène récent. Et dès le début de notre activité, donc il y a 15 ans, notre activité était déjà obligée de s'inscrire dans le cadre déjà existant. Donc avant la veille de la révolution russe en 1916, est créée la première commission de l'étude du lac Baïkal. Ensuite, ça a été renforcé par les décrets et les résolutions qui dataient de 1960, de 1987. Et ensuite, à l'effondrement de l'URSS, quand l'État a abandonné un peu toutes ces institutions, du coup, l'élan des scientifiques, l'opinion publique concernant la protection du lac Baïkal ne s'est pas arrêté. Et tout ce qui était des dispositifs institutionnels ont permis la protection, jusqu'à maintenant, la protection efficace du lac Baïkal. Et c'est aussi beaucoup grâce à l'opinion publique. Ça peut paraître étonnant, peut-être pour vous, quand on parle de la Russie, mais c'est grâce à l'opinion publique que cela a été possible. Et donc cette opinion publique environnementaliste est apparue en Russie déjà dans les années 1950, quand en Europe occidentale, on ne parlait pas encore trop de l'écologie. Et au cours de ces 70 dernières années, il y a eu beaucoup de projets qui étaient très chers à l'État du point de vue économique et qui ont été abandonnés à cause de l'opinion publique. Voilà. Et donc, en parlant du développement touristique, c'est un phénomène assez récent dans notre région, donc 15-20 ans, et ça pose certains problèmes, bien évidemment. Donc, le principal, c'est la construction sur ces rives des résidences touristiques dépourvues de systèmes de traitement des eaux usées, des déchets domestiques et de collecte des ordures. Mais la chance que nous avons, c'est qu'on s'est rendu compte de ces dangers assez tôt. Et nous sommes maintenant aussi en pleine réforme des lois sur la protection de la nature et notamment sur la protection du lac Baïkal. Et l'État a réglementé encore plus l'activité humaine sur ces territoires ce dernier temps. Je n'aurai pas le temps de détailler cette réglementation, mais qui est assez intéressante parce que même pour les Français, certains points peuvent être des découvertes. Voilà. Et aussi, de nombreuses associations luttent toujours pour la protection de la nature et font surtout de la propagande, si on peut le dire, de la sensibilisation des populations locales pour l'écologie, donc pour la protection de la nature. Et moi, je suis persuadée que l'accueil des touristes européens, pour nous, pour les Russes, pour les Sibériens qui sont loin de tous les autres pays du monde, est une activité utile pour notre région et pour plusieurs raisons. Donc le tourisme, c'est important du point de vue économique. La population vivant autour du lac Baïkal, c'est leur survie, parce qu'il n'y a que l'agriculture et le tourisme qui sont possibles autour du lac Baïkal. Et c'est 2200 km de ligne côtière, c'est très grand. Et ensuite, le tourisme, à mon avis, incite beaucoup et contribue à la sauvegarde du patrimoine local. Par exemple, la ville d'Irkoutsk, qui est une ancienne ville pour la Sibérie, qui a plus de 360 ans, avait beaucoup d'anciennes maisons en bois qui étaient très jolies. Et petit à petit, ils tombaient en ruine, ils commençaient à disparaître. Et la ville s'est rendue compte rapidement aussi qu'il fallait garder cette image, cette authenticité de la ville, parce que c'était notre patrimoine, notre attrait touristique. Et donc maintenant, on ne peut plus construire en béton et en verre au centre-ville. On peut soit restaurer les maisons en bois, soit reconstruire en style traditionnel. Pour la cuisine locale aussi, nous les Russes, on cuisine encore beaucoup et local chez nous à la maison. Et quand on sort, on a la tendance de goûter aux cuisines du monde. Donc si les restaurants de cuisine traditionnels existent, c'est grâce aussi au tourisme qui se développe. Et en conclusion,
En conclusion, oui, parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. C'est je vais parler un grand mot pour l'amitié du peuple, pour qu'on n'ait plus de stéréotypes les uns sur les autres, qui sont souvent imposés quand même par les médias de masse. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit entre nous. Et c'est important aussi pour les Russes qui ne voyagent pas encore beaucoup, qui sortent pas beaucoup de leur région, de rencontrer les Européens. Ils se rendent compte que les Européens, c'est pas les bourgeois qui n'ont pas d'âme, mais c'est les personnes qui ont les mêmes chagrins, les mêmes joies, qui plantent aussi les carottes dans leur jardin, qui aiment leurs petits-enfants, qu'on a beaucoup de ressemblances. Et donc, ça évite d'augmenter la haine, le racisme, déjà entre nos peuples, en ce qui concerne les Russes et les Français. Voilà. Merci beaucoup, Irina. Alors, justement, cette façon de consommer du voyage, et je regarde tout de suite Simon Thiraud. Consommer du voyage, mais est-ce que c'est à n'importe quel prix? Parce que aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure en introduction, on parle beaucoup du tourisme de masse. On a tous en tête ces images horribles de ce paquebot qu'on appelle un bateau de croisière qui a failli vraiment complètement emporter la jetée de Venise, si vous vous souvenez de ces images. Et ce tourisme de masse qui s'incarne souvent avec des mastodontes d'acier qui menacent aussi notre patrimoine. Donc aujourd'hui, c'est aussi de se poser la question de notre façon de voyager, écolo. Mais moi, j'aime bien dans votre concept, Simon, si vous me permettez, c'est votre prénom. C'est aussi, mais pour qui? Qui peut se permettre? Et je crois que nous devons aussi nous poser la question, c'est le droit aux vacances, est-ce que c'est consubstantiel au droit du travail, mais les acteurs du tourisme social n'ont toujours pas, ou parfois pas été exemplaires aussi, dans les propositions de voyage et de tourisme qu'ils font. Comment demain on n'oppose pas, ou on n'essaie pas d'opposer du tourisme social et du tourisme... Souvent on dit le tourisme responsable, qui est souvent considéré comme du tourisme de bobo. Je suis désolée les copains. Souvent on dit ça. Et donc ma question, elle est assez simple, c'est comment on va substituer demain ce tourisme de masse à des voyages à l'échelle humaine, et donc qui permettent réellement de prendre en compte cette création d'emplois qui soit stable, mais surtout mieux intégrée au niveau local. Je sais, c'est une très grosse question, Simon. Je vais essayer de répondre. Et tu n'as que 6 minutes. Je sais, la vie est très dure. Merci Simon, en tout cas, d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je ne sais pas ce que tu mets, on se tutoie du coup, sous le terme de tourisme social aujourd'hui, mais le tourisme social que nous représentons aujourd'hui, ce sont des acteurs touristiques à but non lucratif qui sont engagés dans le départ en vacances du plus grand monde. Donc, je crois que déjà dans le concept, on a essayé de s'échapper des gros biais qui ont pu être décrits et on est loin des bateaux de croisière dans ce que nous proposons, même s'il y a encore beaucoup de choses qui doivent évoluer. Il y a trois sujets différents. Avoir le droit de partir en vacances, pouvoir partir en vacances et être un touriste, qui sont trois choses fondamentalement différentes. Si on ne s'intéresse uniquement au fait d'être un touriste, on oublie la grande partie de la question politique et sociale, qui est le droit aux vacances. Et je reviendrai, moi, sur les fondamentaux, et notamment sur un article de loi, qui est l'article 140 de la loi de lutte contre les exclusions de 1998, portée par la gauche plurielle à l'époque, qui fait de l'égal accès aux vacances, aux loisirs, à la culture, un objectif national, considérant qu'il participe à la construction de la citoyenneté. Et donc quand on parle de vacances, on doit toujours se reposer la question de pourquoi, dans quel but et pour qui. Et aujourd'hui, on a mené plusieurs enquêtes, notamment avec la Fondation Jean Jaurès et Jérôme Fourquet l'année dernière, qui ont montré que 65% des Français ont renoncé à partir en vacances sur les 5 dernières années pour des raisons financières. On a aujourd'hui 3 millions d'enfants qui chaque année ne partent pas en vacances. Et quand on ne part pas en vacances étant enfant,
ce n'est pas un réflexe quand on devient adulte, quand bien même on en a le droit. Et c'est une question dont les partis doivent évidemment s'en emparer, surtout quand ils s'inscrivent ou s'ils veulent encore s'inscrire dans une filiation de gauche. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est, au fond, si aujourd'hui la question n'est d'aborder que le sujet du touriste et de comment est-ce qu'on pose un certain nombre de barrières aux touristes, on ne posera des barrières qui ne seront franchissables que par les riches qui aujourd'hui peuvent déjà voyager et qui demain le pourront toujours, mais ceux qui n'y arrivent pas, ils y arriveront encore moins. Et donc ça, la question, elle est politique et elle est essentielle. Il ne faut évidemment pas opposer les différentes façons de voyager, d'être en vacances, et la possibilité d'avoir une action responsable et un tourisme respectueux des hommes, des femmes qui accueillent et des territoires. En cela, quand on rentre dans un village ou un club de vacances de la côte atlantique, on peut tout à fait y voir du surtourisme et un modèle qu'on ne veut plus voir. Pourtant, on peut aussi y voir des impacts économiques en termes d'emploi, de retombées extrêmement forts. On peut aussi y voir des opérateurs qui sont en train de se transformer en termes de gestion des flux, de gestion des ressources, de gestion des déchets, et qu'il faut que la puissance publique, par la volonté politique, les accompagne dans ce sens-là. On peut aussi y voir, et dans le réseau, nous on a tout un tas d'exemples, des opérateurs qui, depuis 20 ans, ont des partenariats avec la Ligue de protection des oiseaux pour faire de ces lieux-là des refuges. Et tout ça, il faut que le politique les encourage dans ce sens-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer, quand on est engagé en politique aussi, de sortir d'un certain nombre de biais absurdes dans la façon dont on regarde les vacances et le tourisme. J'entendais la semaine dernière une élue dire que Paris ne devait plus être une destination touristique internationale, mais devenir une destination de proximité. C'est absurde. C'est absurde parce que Paris, par nature, est international. Une destination de proximité, est-ce que ça voudrait dire que demain une famille modeste du Lot-et-Garonne n'aurait plus le droit de venir une fois tous les 5 ans voir nos musées, voir notre patrimoine, musée, patrimoine, gastronomie, façon de vivre, qui par ailleurs participent à la diffusion de valeurs universalistes de la France partout dans le monde. Et donc on ne peut pas avoir une réponse aussi binaire que cela. Par contre, on peut tout à fait dire, sur un territoire où il y a du surtourisme comme Paris-Centre, puisqu'en l'occurrence l'élu était de Paris-Centre, pourquoi ne pas essayer d'expérimenter la limitation de groupes à 12 personnes, parce qu'on sait qu'un groupe de 12 personnes, il peut prendre les transports en commun, il peut aller déjeuner dans un restaurant, il peut se déplacer de façon différente, on peut lui proposer du voyage à contre-courant dans le 18e arrondissement et ne pas s'agglomérer au pied uniquement de Montmartre. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être expérimentées. Et donc moi, ce que je pense, c'est que pour ne pas opposer les deux, les solutions, elles sont éminemment politiques. Elles sont politiques parce que le tourisme, ce sont des infrastructures et de l'investissement. Et ça, il y a des projets qui sont portés, et Karima, tu le sais mieux que nous, par exemple sur la question des trains de nuit, qui sont des projets éminemment écologiques, économiques, sociaux, sur lesquels il faut se battre pour investir dans des projets intelligents comme ça. Et puis, il y a un dernier point, pour faire le lien aussi avec le sujet des régions. On a des élections régionales l'année prochaine, avec une compétence touristique au niveau régional. On a en même temps des élections départementales, qui ont une compétence sociale. Et donc, comment à un moment donné, on arrive à créer des synergies par la volonté politique, pour que ceux qui portent des propositions de séjour dans les régions peuvent construire ces propositions avec ceux qui portent les politiques sociales dans les départements de cette région pour identifier les publics les plus à aider, à accompagner à partir en vacances, parce que ce n'est pas un réflexe que de partir, je pense que vous l'avez compris, et là aussi ça relève de la volonté politique. Et donc ce que je veux dire là, c'est que le tourisme, il ne faut pas le prendre uniquement sous un angle péjoratif, ce qui peut souvent être le cas par les partis politiques, notamment à gauche. Il faut aussi y voir derrière des enjeux de santé, parce que partir en vacances, tout le monde y gagne tout au long de l'année, des enjeux de culture et des enjeux fondamentaux de citoyenneté. Merci beaucoup Simon, qui nous réveille un peu le débat. Maintenant je vais passer à Brigitte. Alors Brigitte,
justement la responsabilité des régions. Est-ce que demain, on pourra redécouvrir des régions en bateau, plus en vélo, plus à pied? Comment on va améliorer justement cette intermodalité qui, pour nous, est essentielle lorsqu'on parle notamment de tourisme, sur nos trajets de vacances, avec cet objectif qui est terrible. Nous sommes en retard, notamment sur le défi du climat. L'urgence climatique et le tourisme a un impact réel. On parle à l'échelle internationale que 8% déjà, 8% des gaz à effet de serre est dû à ce secteur. Alors comment au niveau local, régional, tu mènes la bataille et comment justement tu fais en sorte que tous les acteurs rentrent aussi dans cette nouvelle transition? Merci Brigitte, en tout cas, voilà, d'être avec nous. Alors avant de répondre à la question, je voudrais participer au débat animé qu'on a commencé à lancer ici, parce que je crois effectivement qu'il ne faut pas opposer les différentes formes de tourisme. Et je voudrais citer l'exemple de Copenhague, que je trouve particulièrement intéressante, parce que c'est quand même une grande ville, et qui justement a été confrontée à cette idée du surtourisme. Parce qu'on en a tous entendu parler, alors on est tous convaincus qu'on souffre tous de surtourisme partout. Mais en fin de compte, c'est quoi la réalité du surtourisme? Alors, Copenhague, ils ont fait une série d'études. Ils ont interrogé les habitants, ils ont interrogé les visiteurs, ils ont interrogé les commerçants, ils ont interrogé les professionnels du tourisme. Enfin, vraiment, ils ont fait une dizaine d'études en parallèle et ils ont analysé les résultats. Et c'était très surprenant de voir que, je ne sais plus, alors je vous dis les pourcentages pas précis parce que je ne les ai pas retenus par cœur et je ne les ai pas révisés avant de venir, mais on avait au moins 80 ou 90% des habitants de Copenhague qui disent qu'ils n'ont pas de problème avec le tourisme. En fin de compte, quand on commence à regarder où il y a des problèmes de surtourisme, on se rend compte que c'est 2 rues du centre-ville d'un quartier très, très bien déterminé. Alors, c'est génial, parce que ça veut dire que par rapport à ces problématiques, on peut faire quelque chose. Parce que régler des questions sur 2 rues, ça n'a rien à voir avec dire « Ah ben, il ne faut plus de touristes à Paris, par exemple, ou à un endroit particulier. » Donc ça, je crois que c'est dans des démarches comme ça qu'on arrive vraiment à se rendre compte de ce que c'est que la réalité du tourisme et de la problématique, des problématiques auxquelles on est confronté. Après, avant toujours de revenir aux régions, on a dans l'évolution aujourd'hui, parce que je pense que la crise qu'on a vécue, elle va avoir des conséquences fortes. Elle va avoir des conséquences parce que tu parles de l'aérien, mais beaucoup de compagnies aériennes ne se remettront pas de ce qui vient de se passer. Les vols vont probablement, et c'est certainement tant mieux aussi pour le climat, devenir plus chers. Donc on va moins prendre l'avion. Ceux qui pourront le prendre sont ceux qui ont les moyens de le prendre, qui le prendront pour des séjours où ils auront les moyens d'investir. Donc ceux-là, on va dire, ils vont continuer à faire comme ils faisaient avant, alors peut-être moins souvent, mais ils vont continuer à voyager. D'un autre côté, on a les gens qui ont déjà voyagé beaucoup. Et je suis sûre que parmi les gens autour, assis ici, il y en a, ils sont déjà allés à plein d'endroits à travers le monde. Levez la main. Qui est allé dans au moins plus de 5 pays autres que la France? Levez la main. Voilà, donc le sondage a réussi. Donc ça veut dire que... Et derrière, je ne l'ai pas vu. Ah ouais, quand même. Donc ces gens-là, peut-être qu'ils se disent, bon, moi j'ai beaucoup profité, aujourd'hui j'ai envie de découvrir autre chose. Et je suis sûre que je peux vivre des aventures à côté de chez moi. Je suis sûre qu'il y a des choses que je ne connais pas. Alors moi je cite des exemples parce qu'on a en Nouvelle-Aquitaine un gars qui fait du miel, qui s'est mis à faire des stages, c'est plein tout le temps. Donc ça veut dire que les gens, ils n'apprennent pas à devenir eux-mêmes producteurs de miel. C'est pas parce qu'ils veulent devenir professionnellement producteurs de miel, c'est parce qu'ils ont envie d'apprendre comment ça se fait. Et ben, ils vont passer 3 jours à produire du miel. Je prends cet exemple-là, mais on pourrait en citer des tas d'autres, c'est-à-dire des aventures. On parlait de no tourisme tout à l'heure. Des aventures à côté de chez nous, il y en a plein. Et alors, dans les exemples qu'on connaît bien, il y a tout ce qui est autour des micro-aventures. Et je trouve ça génial parce que ça, ce sont des projets privés, des projets de jeunes qui un jour se sont dit, moi je rentre du fin fond du bout du monde, j'ai traversé toute l'Asie en tuk-tuk, maintenant j'ai 30 ans, je me suis posé, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Mais bon Dieu, j'ai pas envie de m'emmerder, qu'est-ce que je peux faire? Et donc ils se sont dit, je vais recréer de l'aventure à proximité, à côté de chez moi. Alors il y en a un jour, il a pris son vélo, puis il a fait la France du nord au sud en vélo, il s'est dit, c'est incroyable, tous les gens que je rencontre, ce que j'ai pu faire, j'ai dormi dans des endroits improbables, etc. Bon. Et de là sont nées des micro-aventures. C'est comme ça que la Madjac amène, je ne sais plus combien, une centaine de personnes dans un petit village de la Creuse. Les gens arrivent de tous les coins, ils se rencontrent et pendant 2 jours, il y a des concerts, des festivals, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes qui se sont posés la question d'une autre forme d'aventure
à côté de chez eux. Alors maintenant, si j'en reviens, je donne ces exemples parce que je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est absolument pas opposable. On aura toujours, et tant mieux, envie d'aller découvrir d'autres peuples, d'autres gens, de se confronter à l'autre, parce que c'est ça aussi le voyage, hein, c'est ce plaisir-là, le plaisir de l'autre, de la découverte, d'autres habitudes de consommation, de vie, d'expression. Et puis on aura envie de sortir de chez soi. Et les gens de Chiloé, ils me disaient, en fin de compte, on a un truc qui marche vachement bien à Paris. Alors on part en vélo, on va à Meaux, on achète du fromage et on rentre par le TER. Et ben voilà, une super aventure du week-end. Alors ça a l'air con comme ça, mais je vous jure que ça marche très bien et que les gens sont très contents. Alors si on en revient à ce que font les régions, de manière un petit peu plus sérieuse, la région... oui, 2 minutes. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui a adopté il y a 1 an un grand plan qui s'appelle Néoterra, dans l'idée de transformer l'ensemble des politiques régionales autour des enjeux. Il y a une dizaine de thématiques et d'objectifs, tant sociaux, humains, de responsabilité sociale et environnementale, et d'orienter l'ensemble des projets autour de ces valeurs. Si j'en reviens plus particulièrement au tourisme et à la mobilité, parce que c'était une des questions, on s'intéresse à coordonner toutes les formes. C'est bien la mobilité douce, on a un très grand schéma de véloroute, mais comment on coordonne le vélo avec le train, avec le bus? Comment on fait pour créer des dispositifs? Vous savez, le problème du dernier kilomètre, c'est-à-dire on est arrivé à la gare, on est à la gare, et là on dit « Ah mince, comment j'arrive là où j'ai envie de venir ?» Et dans le groupe de travail sur l'innovation touristique en milieu rural, on s'est aussi beaucoup posé cette question-là. On a réfléchi à des dispositifs. Le bus qui, pendant l'année, sert à amener les enfants à l'école. Est-ce que pendant les vacances, il ne peut pas servir pour déplacer des touristes? L'idée de partager sa propre voiture. J'ai une voiture, je ne m'en sers pas pendant que je ne suis pas là, ou je la prête, je la loue, je la sous-loue, je la prête. Enfin, à des endroits où on a vraiment besoin d'une voiture à une famille. Mais la coordination des transports, enfin en Aquitaine, il y a eu un gros travail en Nouvelle-Aquitaine qui a été fait entre le TER, les bus, les vélos. Pendant l'été, il y a des dispositifs gratuits qui permettent aux gens de mettre le vélo dans le train, avec des trains aménagés spécialement pour ça, sur des trajets qui vont vers Hendaye et vers La Rochelle. Et donc on essaie de rendre l'ensemble de ces dispositifs de mobilité douce compatibles les uns avec les autres. Merci beaucoup Brigitte. Allez, on passe désormais, on reste dans la mobilité justement avec Julien. Alors justement, on a vu que cette période un peu de confinement a fait une petite pause sur la planète, notamment avec ces vols, où aujourd'hui on voit que, par exemple, un Lille-Marseille, je dis Lille parce que moi je suis ch'ti, et on voit de plus en plus, on a vu apparaître notamment ces low cost qui nous permettaient, à prix dérisoire réellement, d'aller aux 4 coins du monde. Et donc, est-ce que le Covid nous a permis de nous intéresser vraiment sur, est-ce qu'on peut penser autrement le tourisme, pas sur l'immédiateté, la question notamment du temps. Ça, c'est la première chose que je voudrais poser. Et ensuite, cette volonté aussi de revoir notre question sur les transports. Alors moi, je peux vous le dire, lors du Covid, j'ai un peu galéré parce qu'il a fallu arrêter l'ensemble des avions. Et on y est arrivé. C'était pas chose facile, mais on y est arrivé au niveau européen. Plus aucun vol n'avait lieu. Mais justement, cette question de l'aviation. Et je sais que Julien, toi, tu as un petit focus aussi sur ce transport aérien. Comment on fait demain, justement, pour éviter... Alors, bien sûr, il y a le train de nuit, vous connaissez ma bataille, mais aussi de voir quels outils nous allons avoir pour rêver autrement ce tourisme. Mais, donc moi, je m'appelle Julien Buot, je dirige un label qui s'appelle Agir pour un tourisme responsable, ATR, auquel prétendent des tour opérateurs. Ces tour opérateurs, souvent, ils ont été créés en France, ils ont commencé par proposer des voyages en France. Ça, c'était il y a très longtemps. Et puis, ils ont diversifié, y compris pour pérenniser des postes dans leurs entreprises. C'est le cas de la Balaguère dans les Pyrénées. Ils faisaient les Pyrénées, puis au printemps, à l'automne, c'était un peu creux. Et ils se sont dit, on va aller à la rencontre de nos confrères au Népal, en Bolivie. Et ils ont commencé à faire des voyages à l'autre bout du monde. Et puis, le Covid arrivant, il a fallu arrêter les voyages et on a été très mal à l'aise. Par rapport à ces questions-là. Néanmoins, ça fait des années qu'on travaille sur cette incohérence à proposer du tourisme responsable tout en proposant l'avion à l'autre bout du monde.
Alors, c'est pas si vieux que ça, hein, ça date à peu près de la COP 21, hein, en 2015. On a commencé avec EcoCert Environnement, qui est en charge de la réalisation des audits, à s'interroger sur quels pourraient être les nouveaux engagements climat du label ATR. On a fait un petit état de l'art, on s'est aperçu qu'il y avait des entreprises qui étaient en avance. On était même surpris. Certaines étaient très en avance puisqu'elles intégraient déjà l'évaluation, la réduction et la compensation des émissions de CO2 de tous leurs voyages. Mais c'était vraiment le cas exceptionnel. Et il a fallu embarquer toute la profession du tour operating dans cette aventure, les former, les informer sur combien pèse un voyage à l'autre bout du monde. Et puis, de fil en aiguille, on en est arrivé en effet à exiger, pour les entreprises qui prétendent au label, un bilan carbone sérieux, une stratégie de réduction, couplée à, pour ceux qui continuent de proposer des voyages à l'autre bout du monde, une stratégie de compensation carbone à travers des programmes de solidarité climatique qui font l'objet de certifications également rigoureuses, reconnues par les Nations Unies. Donc c'est vrai que nous, on est assez droit dans nos bottes. On n'a pas attendu le Covid et l'arrêt des voyages pour s'interroger et avoir un discours sur la question climatique des voyages. Et puis on s'est quand même dit qu'il fallait quand même penser aussi à tous les gens qui, à travers le monde, vivent du tourisme. On a le cas aujourd'hui d'Irina sur le Baïkal, mais il y a des gens au Maroc, en Mauritanie, qui vivent pas que du tourisme, mais pour lesquels le tourisme, ça apporte plus que du beurre dans les épinards. Et voilà, comment exprimer notre solidarité avec ces acteurs-là en essayant de mobiliser, d'appeler aux dons. Et donc aujourd'hui, on en est là. Et on espère très vite qu'on trouvera une solution pour que les avions redécollent. Par contre, en effet, peut-être notre idée, c'est d'inviter les voyageurs français à voyager moins, à voyager mieux, à voyager moins loin. On a tous eu l'expérience, l'opportunité de faire ces expériences, mais peut-être aussi voyager plus longtemps et voyager en fléchant les achats avec des professionnels qui ont pris des engagements et qui en font la démonstration. C'est le cas dans le tourisme social, c'est le cas dans les entreprises qui font peut-être du tourisme plus haut de gamme. Voilà, quels que soient les acteurs, tous aujourd'hui s'engagent à des stratégies. Voilà. Enfin, tous, en tout cas ceux qui font partie de nos réseaux. Donc au-delà du label ATR qui regroupe les tours opérateurs, moi je représente aussi un réseau interprofessionnel qui s'appelle les acteurs du tourisme durable, ATD, qui regroupe toute la profession. Parce que le tourisme, c'est un phénomène complexe. Il y a beaucoup d'acteurs à embarquer, des acteurs publics, des acteurs privés, des offices du tourisme, des hébergeurs. Voilà, aujourd'hui, on invite tout sortir de la niche de l'écotourisme pour qu'on embarque l'ensemble de la filière dans cette transition, dans cette transformation. On appelle de nos voeux une transformation du tourisme. Peut-être le Covid est malheureusement, voilà, tout le monde ne va pas s'en sortir économiquement. Il y a des entreprises qui risquent de disparaître, mais c'est aussi une opportunité à saisir pour mieux faire du tourisme. Voilà. Et alors, le sujet aujourd'hui, c'est aussi d'embarquer les voyageurs. Dans l'ADN de notre association, on a la charte éthique du voyageur. Il ne faudrait pas faire de ce sujet qu'un sujet entre professionnels ou entre politiques. Il faut aussi embarquer les citoyens dans cette aventure et sortir de la vision un peu binaire. On fait du tourisme ou on n'en fait pas. Je pense qu'on peut faire un meilleur tourisme demain. Parfait, merci Julien. C'est très clair. Alors juste pour votre information, puisque je suis aussi président de la commission de transport et tourisme au sein du Parlement européen, qui a été très secoué. Premier secteur économique au niveau européen, c'est la raison pour laquelle, prenez note, avec le commissaire Thierry Breton, il y aura le premier sommet européen du tourisme de proximité et durable, notamment dès octobre, avec l'ensemble des acteurs. Parce que le premier problème que nous avons au niveau européen comme au niveau français, c'est qu'est-ce qu'on appelle du tourisme durable? C'est quoi ces indicateurs? Est-ce que, justement, on devrait mettre cette question du droit à voyager pour tous? Est-ce qu'on va avoir réellement dans cette définition aussi les indicateurs climatiques? Parce que nous ne pourrons plus faire du tourisme comme avant, quelque part. Et ensuite, aussi de revoir les filières, et vous avez raison, mesdames, puisque demain, le tourisme de proximité va se développer, mais enfin, on va le redécouvrir, parce que souvent, maintenant, il y a la tendance Instagram, où vous allez au l'autre bout de la terre, vous avez votre photo, vous la postez, et ensuite, justement, ça ne répond pas à ce que tu dis, Julien, c'est-à-dire un tourisme qui soit mieux, plus longtemps, avec aussi une découverte parfois qui n'est pas très loin de chez soi, quoi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille. En tout cas, c'est en octobre, le sommet européen du tourisme
durable qui sera le premier grand tourisme européen pour tout redéfinir en termes de politique publique. Brigitte, je vais donner la parole, mais je vais donner la parole. Qui veut poser une question? Vous avez exactement, en tout, nous avons 8 minutes. Ne soyez pas timide, c'est toujours le premier qui pose. Ah, mais vous êtes dans mon dos. Allez-y, posez votre question, bien fort. Hein. Oui, d'abord, il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de un voyage tous les 5 ans. Alors moi, je suis exactement sur cette position-là. Alors après, c'est plus difficile, un grand voyage tous les 5 ans. Moi, je suis pour ça. Il faut des quotas. Moi, je suis pour les quotas des grands voyages. Ok, la question Voilà. sur les quotas. Voilà. Allez, derrière. Deuxièmement, Oui. il serait quand même important de faire un peu des statistiques. Parce que sur les 2 milliards et demi de gens qui prennent l'avion par an, comment ça se répartit selon les catégories socio-professionnelles. Voilà. D'accord, très bien. On passe le micro derrière. Bonjour, alors je suis la nouvelle adjointe au tourisme de la ville de Lyon et mon homologue à la métropole de Lyon est à ma gauche. La ville lumière. Et nous, on a des questions parce qu'à Lyon, le tourisme d'affaires représente 65% du tourisme lyonnais. Et donc, pour le tourisme d'affaires, les questions se posent avec encore plus d'acuité. Donc, comment on fait? Très bien. Voilà. Vous vouliez poser une question également, la mairie de Lyon, là? Vous êtes en phase? Ça va. Allez, encore une dernière question, là-bas. Alors, on a la question des quotas. On a la question notamment du tourisme d'affaires. Alors, vous parlez dans le tourisme responsable de taxes de compensation carbone, mais moi, je me pose la question sur des destinations où les écosystèmes sont très fragiles. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que la taxe carbone les aidera pas forcément. Et il y a vraiment une tension, je vois dans beaucoup de pays aussi, sur la gestion de l'eau. Le tourisme de masse est très consommateur d'eau. Comment vous vous positionnez sur ces questions-là? Et juste une dernière question, est-ce que vous avez une idée de qui fait du tourisme dans le monde? Est-ce qu'on a des chiffres? Voilà, quelle population ça concerne? Merci. Merci beaucoup. Et Laurent derrière, Laurent. Allez, Laurent, ne sois pas timide. Alors, Laurent, alors je refais de la pub pour Laurent. Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Non, mais moi je le fais parce que c'est super. Vraiment, lisez son livre. Ça s'appelle Hervor ou la face obscure des transports. C'est un plaidoyer pour un autre type de mobilité et c'est génial. Voilà. C'est plus la dame juste là qui disait des statistiques. En fait, aujourd'hui, dans le monde, l'avion, c'est 13 à 15%, c'est des trajets professionnels. Ça, c'est en kilomètres, hein, en kilomètres passagers. En fait, une petite moitié, c'est le tourisme. Mais en fait, au-delà du tourisme, il y a visiter ses amis. Donc, c'est une forme de tourisme. Il y a le tourisme religieux, c'est-à-dire aller des pèlerinages. Je ne sais plus, c'est 15 ou 20% du total. C'est énorme, en fait. Donc, si on se dit que le tourisme, plus les amis, plus la famille, plus la religion, on va dire c'est du tourisme au sens général, ça c'est 85% des kilomètres. En revanche, les 15% qui restent, il y a plus de business. C'est-à-dire en termes d'impact carbone et de revenus pour les compagnies, les 15% des trajets professionnels sont plus rémunérateurs et plus carbonés. Donc peut-être que c'est un tiers en fait le business. C'était plus pour répondre aux questions. Après sinon, moi j'ai plein de questions, mais... Bon. Allez, la dernière question. Juste un commentaire, il n'y a pas 2,5 milliards de gens qui ont pris l'avion. Hein. Voilà, il ne faut pas confondre confondre le nombre de passagers et le nombre de personnes. Ça, c'est le nombre de passagers. Il y a des gens qui prennent beaucoup de fois l'avion la même année. Voilà. Donc il y a moins de 5% des gens qui prennent l'avion en fait. Allez, la dernière question. Oui, dernière question. Il m'a semblé avoir lu que, je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou au Canada, en Amérique du Nord, il y a des sites qui sont assez fragiles et qui ont beaucoup de demandes touristiques. Et ils font des systèmes de loterie pour donner le droit aux visiteurs. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'il faut envisager de la généraliser sur tout ce qui est trop demandé et ce qui est trop fragile comme site? Allez, la demi-question dernière. Mais la demi-question. C'est pas vraiment une question, c'est juste une réponse au tac au tac. Il y a aussi des pays qui ont décidé d'instaurer des quotas de voyageurs au Botswana, en Namibie, en Islande. Et plus que avec le tirage au sort, c'est des solutions à penser, y compris en France sur les sites fragiles. Et ça a été décidé récemment à Venise, où Venise a décidé... Alors Venise, c'est 5000 habitants, ils reçoivent 33 millions de touristes. Ils n'en pouvaient plus. Donc maintenant, comment? Oui, 50 000 habitants, pardon, mais 33 millions de touristes. Donc à un moment, ils ont dit, bah ras-le-bol. Donc désormais, il y a un quota. Ça se posera aussi chez nous, hein.
notamment le Mont Saint-Michel, par exemple. Le Mont Saint-Michel, je peux vous dire, ça va être compliqué si le rythme est le même. Mais maintenant, je vais vous demander, chers intervenants, de répondre aux questions. La question notamment des quotas. Est-ce que demain, il va falloir mettre... Moi, je n'aime pas trop le mot quota. Je préfère parler de plafond, si vous voulez bien. Est-ce qu'il faudra mettre un certain plafond? Première question. La question des copines de Lyon. Et ce tourisme d'affaires, qu'est-ce qu'on en fait? Deuxième grande question. La troisième question, c'est notamment les usages. Et est-ce que réellement la compensation carbone va avoir un impact sur le réchauffement climatique? On prend l'avion et on plante des arbres. Est-ce que ça va se tenir, notamment vis-à-vis du réchauffement climatique? Ensuite, la dernière question, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, notamment, est-ce qu'on va tirer au sort nos touristes pour pouvoir aller voir certaines choses qu'on verra peut-être qu'une fois dans notre vie? Ça fait 4 grandes questions. Hein. Je peux apporter quelques éléments rapides de réponse. Allez, vous avez chacun 1 minute 12. Ici même à la Cité Fertile, mardi, il y a le WAY, qui est le rassemblement des acteurs de l'événement responsable et du tourisme d'affaires responsable. Donc on sera amené à en parler, mais c'est vrai que c'est une grande préoccupation. Et en même temps, le tourisme d'affaires, c'est aussi lui qui fait chuter la durée moyenne de séjour et qui génère beaucoup de trafic aérien. Donc là, c'est compliqué. Sur la compensation carbone, évidemment, elle n'a de sens que si elle est couplée à une stratégie de réduction. Donc ce que font des entreprises comme Nomade Aventure, là, qui sont en finale pour les trophées de l'innovation touristique, c'est qu'ils se sont donné les moyens, et ce n'était pas le cas de toutes les entreprises, de proposer à tous les voyageurs qui veulent partir avec eux en Europe de le faire sans avion si possible. Donc ils ne se sont pas contentés de proposer la compensation carbone et de se donner bonne conscience. Si vous voyagez avec Nomade, vous pouvez voyager en train. Voilà. Alors, c'est pas possible dans toutes les destinations lointaines européennes, mais ils ont fait le travail de production, ils ont pris leurs responsabilités pour le faire. Après, sur la question des plafonds et de l'accès des sites touristiques saturés, il y a des endroits où un touriste par an, c'est peut-être déjà trop, et c'est aux scientifiques de le dire et aux citoyens qui résident sur ces sites de le dire. Puis il y a des endroits où 10 000 touristes par jour, ça peut être fait de manière complètement responsable. Voilà. Donc ensuite, je pense que pour réconcilier tourisme durable et tourisme social, il y a aussi un vrai sujet, c'est que je pense qu'une définition du tourisme durable, c'est un tourisme qui est intégré et qui est fait par et pour les habitants. Et comment on peut faire, comment on peut associer les habitants si eux-mêmes ne sont pas consommateurs de leur propre site touristique. Donc je pense que voilà, si on veut faire du tourisme durable, c'est avec les habitants, et il faut rendre accessible, il faut que ces habitants visitent leur propre région. Alors, vous avez 1 minute chacun. Hein. Alors, très rapidement, moi je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on parle de quotas ou de moyens de limiter, il faut toujours penser cela en se disant que ça ne doivent pas être des barrières uniquement franchissables par ceux qui ont les moyens de les franchir et de s'exonérer de ces barrières-là et qui, du fait, couperaient d'un certain nombre de sites et d'expériences des populations les plus modestes ou qui pourraient faire cet effort-là une fois de temps en temps. Et à cet égard, je rebondis sur ce que disait Julien, on a un exemple où les scientifiques disent on ferme un endroit et on trouve un moyen de le faire découvrir autrement, et Brigitte le connaît parfaitement, c'est la grotte de Lascaux dans le Périgord, et où la grotte de Lascaux qui a été fermée pour raisons scientifiques, il y a eu Lascaux 2 qui a été réalisé, et dans le dernier quinquennat, c'est Lascaux 4 qui a été inauguré, qui est une expérience absolument incroyable, puisque ce sont les méthodes de l'époque qui ont été réutilisées pour refaire ce site, avec en plus un musée international de l'art pariétal qui permet à des familles, à des enfants de découvrir tout cela. Et donc on peut arriver à vraiment concilier des décisions scientifiques par moment et l'accès au plus grand nombre de sites extraordinaires grâce aux moyens technologiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien. Brigitte. Moi, je voudrais rappeler que en fin de compte, le surtourisme, c'est un vrai problème, mais un problème à peu d'endroits. Imaginez dans une région aussi touristique que la Nouvelle-Aquitaine, 80% des touristes sont français. Hein, donc, si vous voulez, les problèmes qu'on évoque sont des problèmes réels, mais il ne faut pas les surdimensionner par rapport à l'économie du tourisme. Et je voulais vous dire, en Nouvelle-Aquitaine, il y a des villages, le boulanger est sauvé parce qu'il y a des touristes. Hein, c'est-à-dire la question de l'apport économique du tourisme dans les campagnes, dans les villages, dans les endroits, ce n'est pas juste un problème au Sénégal ou sur le lac Baïkal, c'est un problème en Nouvelle-Aquitaine à la campagne. Et quand moi j'entends qu'il y a des auberges de pays qui sont créées, que des couples d'aubergistes reprennent 6 chambres, qu'on rénove les chambres et que le couple d'aubergistes, il a l'obligation d'avoir 2 autres missions
pour la collectivité, qui peut être faire la cantine pour l'école, ou faire le dépôt de pain, ou faire l'épicerie, on est en train de réinventer des formes de tourisme, de mixité d'usage, de mixité de pratique, qui sont notre avenir. Et ça vaudra, et ça sera intéressant pour les touristes français, mais je vous garantis que c'est aussi une demande des touristes étrangers. Le tourisme durable, le tourisme différent, c'est pas juste un fantasme qu'on a quelques-uns. Enfin, moi, je connais des campings qui, il y a des années, il y a 5000 personnes qui ont fait des efforts énormes sur le traitement de l'eau, sur le traitement des déchets. Au départ, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, ça devient un argument de vente. Ça devient un argument de vente pour des touristes français, pour des touristes étrangers. Donc, il ne faut pas croire qu'on est face à... Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'innovations qui seront au bénéfice, y compris de nos territoires. Merci beaucoup, Brigitte. Et la fin pour toi, Irina. Merci. Je voudrais rajouter à ce que Brigitte vient de dire. Chez nous, ça existe déjà. Au bord du lac Baïkal, on peut, dans certains lieux, pratiquer l'activité touristique si on pratique en même temps l'agriculture, l'élevage du bétail. Et l'activité touristique ne peut pas rapporter plus de 30% des chiffres d'affaires. Donc ça existe déjà un peu chez nous. Voilà. Donc pour parler d'éviter l'avion et tout, donc pour l'instant, ce serait très compliqué pour faire les voyages au lac Baïkal et éviter l'avion parce qu'ici, on est à 8000 km voilà, du lac. On peut prendre le train sibérien, mais déjà depuis Moscou, ça va prendre 4 jours. Il faut disposer du temps libre. Voilà. Mais on peut développer le slow tourisme, l'écotourisme. On a des moyens de le faire et on le fait déjà. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, nos intervenants. Merci, Irina Musica. Merci, Brigitte Bloch. Merci, Julien Buot. Et merci, Simon Thiraud. Merci. En tout cas, ça a été passionnant. Malheureusement, c'est trop court, ce genre de débat. Hein. Vous êtes frustrés? Oui, hein. Alors on continuera notamment via la commission transport et maintenant il y a une commission tourisme au sein de notre parti. En tout cas vous êtes les... Comment? Sport, loisirs, tourisme, la totale pour être bien dans sa tête comme dans le voyage. Voilà, merci à vous et à bientôt.